Hello les chicos et les chicas, il fait gris, il fait moche et du coup, quoi de mieux que l'empire même de la grisaille, les Balkans. C'est parti pour une vidéo Balkans et mélancolie. Alors pour expliciter un peu le thème de cette vidéo et avant que ma tête ne soit mise à prix en Serbie, donc l'idée c'était de parler en fait du cinéma des Balkans. J'ai eu l'idée de cette thématique là tout simplement parce que selon moi c'est une grande caractéristique des pays dont on va parler dans cette vidéo que cet état d'esprit mélancolique, assez cynique, désabusé et en même temps de douce tristesse. C'est quelque chose qui, en tout cas, s'est dégagé des personnes que j'ai rencontrées qui venaient de ces pays-là. C'est quelque chose que j'ai ressenti quand je les ai visités. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les films dont on va parler. Donc pour définir un petit peu le cadre sur lequel on va se concentrer pour cette vidéo, les Balkans, c'est une région assez vaste et nous, on va se concentrer en fait sur l'ex-Yougoslavie principalement. Pour ceux qui sont très jeunes et qui n'ont jamais entendu parler de la Yougoslavie, c'était un État qui comprenait des États qui sont aujourd'hui indépendants, qui sont la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, le Kosovo et la Slovénie. Alors on va avant tout faire un rapide rappel un peu du contexte historique en fait qui a concerné les Balkans, ce qu'on appelle justement la guerre de Yougoslavie, puisque c'est un sujet qui revient dans vraiment tous les films dont on va parler et surtout c'est en fait un événement qui est malheureusement à l'origine d'un trauma collectif très important dans ces pays-là et qui persiste encore aujourd'hui. Donc je pense que pour comprendre un peu de quoi on va parler ensuite, c'est nécessaire. Donc ce qu'on appelle la dislocation de la Yougoslavie, ça commence le 25 juin 1991. À ce moment-là, la Slovénie et la Croatie demandent leur indépendance. Ça survient en fait dans un contexte de montée du nationalisme serbe qui avait justement certaines revendications quant au gouvernement du pays. Le pays, il était auparavant gouverné par Tito, c'était une république socialiste qui ne faisait pas partie de l'URSS. C'est un truc à distinguer parce que je vois souvent sur internet que des Américains croient que la Yougoslavie faisait partie de l'URSS et ça n'est pas du tout le cas, même si c'était aussi un pays socialiste qui était dirigé par Tito, qui était un dictateur, on va pas se mentir, même si maintenant tu as beaucoup de gens qui vont te dire qu'il a eu une influence très positive sur le développement du pays, qu'il l'a construit, etc. Ça n'empêche que voilà, ça n'était pas une démocratie. Tito, il définissait la Yougoslavie avec une phrase très célèbre: la Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. C'est donc un État qu'on appelait vraiment mosaïque. D'ailleurs, fun fact pour votre culture générale, de nos jours, c'est un mot, même en anglais, le terme de balkanisation, et c'est un terme qu'on utilise en géopolitique pour parler d'une région dans le monde dans laquelle plusieurs États déclarent leur indépendance et où en fait on a des États qui faisaient une certaine taille à un moment donné qui se disloquent en fait pour faire de plus petits États, et ça vient justement de ce qui s'est passé dans les Balkans. Ce qui est important en fait à comprendre dans la phrase de Tito, c'est justement le côté multi-ethnique que le pays avait, parce qu'en fait c'est ça qui a mené à la guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça parce que j'ai moi-même pas forcément le niveau de compétence pour vous expliquer ça, mais en fait il y avait différentes ethnies qui composaient la Yougoslavie, dont notamment les Bosniaques et les Serbes. Et donc en fait, ça n'est pas une question de nationalité ou de territoire, c'était vraiment l'appartenance à une ethnie qui a fait que certaines personnes se sont opposées alors qu'elles vivaient à l'époque, en tout cas, sur le même territoire. Le conflit de Yougoslavie a vraiment opposé des gens qui étaient voisins, même amis, cousins, etc. parce qu'ils étaient d'ethnies différentes. Voilà. Il y a aussi un aspect religieux à ça, comme c'est dit justement là-dedans, parce que c'est un pays dans lequel il y avait des catholiques, des orthodoxes et des musulmans. Les musulmans étant en majorité des bosniaques.
alors que les Serbes avaient une religion différente, si je vous dis pas de bêtises, orthodoxe majoritairement. Mais... Toujours est-il que justement le nationalisme serbe qui est porté par Milosevic devient une menace en fait pour les autres territoires, ce qui conduit à la déclaration d'indépendance des deux premiers États. La Croatie et la Slovénie, en 91, très vite, des chars interviennent pour tenter d'empêcher justement cette prise d'indépendance, et c'est le début de la guerre. La Slovénie, elle réussit à repousser cette attaque en seulement 10 jours, alors que la Croatie va subir l'entièreté de la guerre, et ce sera beaucoup plus sanglant. À l'automne 91, 12 000 Croates sont massacrés à Vukovar, et des centaines de milliers sont déportés par les troupes serbes. Début avril 1992, la guerre atteint la Bosnie-Herzégovine, et c'est là évidemment que ce sera le pire, comme c'est très connu aujourd'hui. Des casques bleus de l'ONU sont envoyés là-bas, dont la plupart sont d'ailleurs européens. La Bosnie connaît le plus long siège de l'histoire de la guerre moderne. Après avoir déclaré son indépendance, qui était d'ailleurs reconnue par les États occidentaux, la capitale de la Bosnie, Sarajevo, est assiégée par l'armée serbe de Bosnie pendant 4 ans, entre avril 1992 et février 1996. Le bilan est très lourd, on parle de 10 000 morts civils, on comptait en moyenne 329 impacts d'obus par jour. Pour vous représenter, il y a une rue à Sarajevo qu'on appelait Sniper Alley, dans laquelle il y avait des snipers justement qui étaient placés pour tirer en fait sur les civils. Les gens ne pouvaient même plus traverser la rue, les gens devaient traverser la rue en essayant de se couvrir et en courant parce qu'ils ne pouvaient plus marcher dans la rue normalement, et c'est resté ce terme de sniper alley. Il y a des vidéos sur YouTube, si vous tapez le nom, vous trouverez, et c'est des vidéos qui sont très choquantes, qui sont encore disponibles aujourd'hui. Et on pouvait passer cet croisement, on dit croisement, très vite, parce que sniper a tiré tout le temps. Novembre 1993, autre symbole de la guerre, le pont de Mostar en Bosnie est détruit. Vous le verrez dans une autre de mes vidéos, parce que j'ai eu l'occasion de le voir, parce qu'il a été reconstruit. Et du 11 au 16 juillet 1995, c'est le pire génocide commis en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le génocide de Srebrenica. Pour vous la faire très courte, ce qui se passe à Srebrenica, c'est que c'était un territoire en fait où beaucoup justement de Bosniaques musulmans s'étaient réfugiés, qui provenaient justement d'autres parties en fait de la Yougoslavie, qui étaient réunis là, notamment parce que l'ONU avait décrété que ce serait une zone de sûreté dans laquelle les civils ne pouvaient pas être attaqués, et dans laquelle il ne devait pas y avoir justement de combat. Cette décision-là n'a pas été respectée par les Serbes, qui se sont peu à peu rapprochés justement de l'enclave de Srebrenica, qui était défendue par les casques bleus. Les casques bleus qui ont été envoyés là, ils n'étaient pas préparés en fait à cette attaque-là, à l'affluence, ils n'étaient pas du tout prêts pour tout ce qui allait se passer. C'est un événement en fait qui est décrit dans un des films qu'on parlera après. Au début, les casques bleus ont tenté de réunir un maximum de civils dans des espèces de hangars pour les mettre à l'abri, etc. Et finalement, il y a eu en fait, je pense, beaucoup de confusion dans les négociations avec les Serbes. Et ils n'ont pas réussi en fait à protéger les civils. Les civils ont été emmenés, déportés dans des bus sous le regard des casques bleus pour ne pas complètement bâcher justement l'ONU des casques bleus. Enfin en tout cas les casques bleus qui étaient sur place, ils n'ont pas du tout été soutenus. Le commandement a très mal apprécié en fait la situation et le danger imminent qui pesait sur les Bosniaques qui étaient là. Et l'ONU a refusé en fait de bombarder les forces serbes, de peur justement d'envenimer le conflit, alors que ça aurait été justement peut-être un coup d'arrêt aux événements qui étaient en train de s'enchaîner. Et donc c'est une erreur en fait, on ne parle pas même d'erreur, pour moi quand c'est volontaire c'est une faute, on parle d'une faute monumentale qui a été commise là-bas, où on a laissé les gens en fait se faire emmener par les Serbes. Enfin les gens qui étaient là-bas ont été emmenés, et il y avait une partie des hommes qui avaient déjà en fait essayé de fuir par les montagnes, etc., qui ont aussi été arrêtés dans les montagnes. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Donc on parle de 8000 hommes, la plupart assez jeunes, des enfants, des garçons et des jeunes hommes. Donc tous les hommes quasiment ont été en fait emmenés, fusillés et balancés dans des fosses communes. À l'heure où je vous parle, on déterre toujours, on retrouve encore de nouvelles fosses communes en Bosnie, aux alentours de Srebrenica. Les corps ont été vraiment pulvérisés, éparpillés. On retrouve en fait des morceaux d'une même personne dans des fosses communes différentes. Donc c'est une horreur absolue. Il y a des images, je ne sais pas si on pourra en mettre dans la vidéo, ou peut-être que c'est trop choquant, je verrai avec Claudia. Il y a des images en fait des femmes qui sont obligées de visiter justement ces espèces de gymnases où en fait on essaie de reconstituer les squelettes des gens qui ont été assassinés. Et donc on a des mères, des femmes qui sont obligées de regarder et de se dire « Ah oui, je reconnais le sac à dos qu'ils ont mis à côté, ça devait être lui ». Donc maintenant grâce à l'ADN, etc., ils ont plus de facilité en fait à essayer
recoller les morceaux, si je peux m'exprimer comme ça. C'est des experts en fait, voilà, qui essaient de permettre au moins, comment dire, que ce deuil puisse se faire, que les familles puissent retrouver les corps. Donc voilà, en tout cas, ce qui s'est passé à Srebrenica. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde vraiment pas assez à l'école. Enfin, moi, en tout cas, on a vraiment survolé ça d'une manière très très vague. Du coup, je vous invite vraiment à vous renseigner si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous recommande notamment deux reportages qu'Arte avait réalisés qui sont très intéressants. Donc, il y en a un, c'est pas exactement sur Srebrenica, mais ça s'appelle Les enfants de Sarajevo. C'est un photographe qui était allé justement pendant le conflit en fait, photographier des enfants pour des articles de presse, etc. et qui a essayé de retrouver ces enfants devenus maintenant adultes. Et en fait, c'est très intéressant de les entendre tous parler justement du trauma qu'ils ont connu. Et c'est un documentaire dans lequel tout le monde explique assez bien que c'est un traumatisme qui ne passe pas, tout simplement parce que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure du trauma psychologique que tout ça avait engendré. C'est des pays qui ont dû se reconstruire déjà économiquement, qui ont dû se reconstruire, je ne sais pas comment dire, de manière tangible. Enfin, les immeubles avaient été bombardés, détruits, etc. Et donc tout est passé là-dedans, en fait, dans la volonté de reconstruire l'État. Et peut-être qu'on n'a pas assez pensé à reconstruire les citoyens. Et je pense que le thème même de la santé mentale dans les Balkans, c'est quelque chose qui est encore en retrait. Et donc c'est vraiment un reportage très triste malheureusement, mais très intéressant. Et si vous êtes plus intéressé par l'aspect juridique sur la notion de génocide, etc., parce qu'il faut le savoir, mais le fait qu'il y ait eu un génocide à Srebrenica, c'est encore contesté par une partie des gens en Serbie, alors que justement il y a eu des jugements rendus par les tribunaux pénaux internationaux à ce sujet, qui viennent valider en fait la véracité et l'existence des faits. C'est un peu le problème, j'ai envie de vous dire, dans tout ce genre de situation, c'est qu'après il y a une sorte de négationnisme qui peut se mettre en place, alors que c'est un fait. Ce qui est intéressant de relever, c'est justement qu'en fait, pour la première fois, après justement la création du tribunal de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, on a recréé des tribunaux pénaux internationaux, ce qu'on appelle des juridictions ad hoc, c'est des juridictions qui sont créées pour répondre juste à un conflit, parce qu'à cette époque-là, le monde n'étant pas assez horrible, une guerre ne suffisant pas, il se passait aussi le génocide du Rwanda, donc on a créé un tribunal pour le génocide du Rwanda et un tribunal pour l'ex-Yougoslavie, tribunal devant lequel ont été jugés les criminels de guerre, notamment responsables du génocide de Srebrenica. C'est hyper intéressant, donc c'est un reportage, je crois que le titre c'est vraiment ça, c'est ex-Yougoslavie, le tribunal pénal, etc. Ça se trouve assez facilement et c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment comment ils ont essayé de poursuivre les responsables serbes, le déni absolu des accusés dans le tribunal, les témoignages des familles, etc. Donc déjà si vous faites du droit c'est très intéressant et même de l'extérieur aussi ça aide à comprendre certaines choses. Et si vous êtes intéressé pour mieux comprendre en fait ce qui s'est passé à Srebrenica, moi j'avais visité à Sarajevo un musée qui s'appelle la Galerie du 15 juillet 1995. Alors, il existe un mémorial à Srebrenica, mais là c'est dans la ville de Sarajevo, où en fait ce sont des artistes qui avaient fait énormément de photos de ce qui s'est passé au moment des faits, qui ont décidé d'exposer ça là. Et donc déjà c'est hyper impressionnant, vous rentrez dans le musée et il y a les photos de la plupart des personnes qui ont été tuées et déportées. C'est très très choquant parce que ils ont la tête de votre daron dans les années 90, donc ça paraît assez proche de vous et c'est très perturbant. Enfin, moi j'étais en larmes tout le musée et ils ont fait un truc qui est très bien fait et qui existe je crois aussi justement si vous voulez regarder sur leur site internet, où on a accès en fait à des ordinateurs et c'est une mise en scène un peu comme si on utilisait un ordinateur de l'armée et on voit le rapprochement des différentes forces autour de l'enclave de Srebrenica et on comprend vraiment en fait heure par heure la montée en tension et l'arrivée vers la catastrophe. Et puis même en fait les photos, une fois que vous les avez vues, vous ne pouvez plus nier l'existence des faits malheureusement. C'est des photos aussi très choquantes. Mais c'est vraiment un endroit très nécessaire, très important et sur internet ils proposent pas mal de ressources qui sont intéressantes. Donc voilà, on a fini pour l'aspect historique. On est obligé de le développer parce que c'est très prégnant dans toutes les œuvres dont on va parler. Alors un sujet aussi que je risque de mentionner dans la vidéo, qui fait en fait partie du thème pour moi Balkans et mélancolie. Déjà en fait il faut que je vous explique peut-être pourquoi moi ça m'intéresse. J'ai commencé à être très intéressée justement par l'ex-Yougoslavie parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié quand j'étais en Erasmus à Florence. On a fait une vidéo sur ça, allez voir. J'avais un cours en fait de droit humanitaire dans les conflits armés
Et on a beaucoup étudié justement la guerre de Yougoslavie et particulièrement le sujet du génocide de Srebrenica. Et à partir de là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ça résonne plus en moi qu'autre chose. Mais je me suis beaucoup intéressée à ça. Et l'année dernière, du coup, quand je suis partie vivre à Budapest, pendant mon année là-bas, on fait aussi des vidéos sur ça, Living My Best Life, allez les regarder. Faut suivre, hein. Et donc pendant que j'étais là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir justement voyager en Croatie, en Bosnie et en Serbie. Déjà, c'était hyper intéressant pour moi de voir les lieux historiques que j'avais justement beaucoup étudiés. Et j'avais envie d'aller là-bas aussi parce que, comme je le dis dans ces autres vidéos, je suis très intéressée par l'architecture brutaliste, qui est une architecture qu'on a surtout vu émerger après la Deuxième Guerre mondiale. Ça repose en fait sur l'utilisation du béton brut, et d'ailleurs le terme brutalisme ne vient pas du mot brutal mais du mot brut, dans le sens où en fait on utilise vraiment le béton de matière brute sans le peindre et sans faire entre guillemets de fioritures. C'est des bâtiments qui sont massifs, sculpturaux, qui ont l'air assez rigides, c'est assez épuré, c'est monochrome forcément parce que c'est toujours gris. Pareil, ma fascination pour le brutalisme, je pense c'est parce que j'aime bien ce qui est un peu moche souvent, parce que ça c'est vu comme moche par beaucoup de gens. Et en tout cas, moi j'adore ça. Quand je suis partie justement visiter les Balkans aussi pour ça. Vraiment, Belgrade pour moi c'était Disneyland quoi. Et en fait c'est parce que je pense que ça colle à mon caractère qui est aussi un peu mélancolique. Et il y a une forme de tristesse, mais de belle tristesse qui se dégage de ces immeubles, du paysage urbain que ça crée. Et encore une fois, en fait, c'est un peu l'état d'esprit des Balkans que moi j'ai ressenti quand je les ai visités. Cette espèce de tristesse orgueilleuse un peu. Donc voilà, j'espère en fait que ça n'offensera pas du tout des gens qui peuvent être originaires de là-bas ce que je dis. Et si d'ailleurs c'est dérangeant, n'hésitez pas à me le dire ou à m'expliquer votre point de vue, etc. Ça n'est qu'un ressenti, j'ai aucunement la prétention que ça soit une vérité universelle sur ces pays-là, etc. Mais c'est la coloration que j'ai envie de donner en tout cas à cette vidéo. Voilà, donc on a fait beaucoup de théories et maintenant on va essayer de passer au cinéma puisque c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc avec Claudia, on s'est en fait un marathon de cinéma des Balkans. Alors pour vous donner un peu d'explication, de base l'idée n'était pas du tout de voir que des films un peu tristes ou en tout cas qui évoquaient le conflit yougoslave. Mais en fait, force est de constater que des films qui parviennent jusqu'à nous en France, et déjà Dieu sait qu'on a galéré à trouver tout ce qu'on a vu, on a dû chercher des trucs sur Filmo TV, sur un tas de plateformes, à la médiathèque de la ville où on habite. Donc c'était déjà pas simple à trouver, et ceux qu'on trouve malheureusement, ou en tout cas c'est des beaux films, mais malheureusement c'est quand même des films assez lourds, assez dramatiques, etc. Alors que, je le constate via certains comptes qu'on suit sur Instagram, le cinéma dans les Balkans, il y a vraiment un dynamisme au niveau culturel. Il y a l'air d'avoir aussi un grand nombre de comédies qui sortent, etc. et qui ont l'air, de ce que je vois de l'extérieur, assez qualitatives. Et je pense que malheureusement ça ne parvient pas jusqu'à nous avec une traduction, etc. Donc on n'a pas pu en profiter. D'où le fait que ce qui ressortait de tous ces films et de ma visite dans les Balkans, c'était la mélancolie, donc c'est pour ça que c'est l'axe de cette vidéo, parce que c'est les contraintes extérieures finalement. Alors le premier film dont je voulais vous parler, c'est le film La Voix d'Aïda, réalisé par Jasmila Zbanić, qui est sorti en 2021. Donc Jasmila Zbanić qui est bosnienne. Alors je vous lis un rapide résumé, comme ça vous savez de quoi on parle. En 1995, Aïda travaille comme traductrice pour les troupes néerlandaises de l'ONU stationnées à proximité de Srebrenica. Lorsque l'armée serbe s'empare de la ville sous le commandement du général Ratko Mladić, des milliers de personnes recherchent refuge sur la base. La famille d'Aïda fait également partie des réfugiés. Donc voilà, en gros dans le film, la pauvre Aïda, tout le monde lui demande service, et elle, tout ce qu'elle essaie de faire, c'est de protéger son mari et ses fils. C'est un film qui est très 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 dur. Moi j'étais vraiment en sanglots parce que je l'ai regardé avec Claudia, et Claudia, je pense, maîtrisait un peu moins le sujet que moi, donc en fait elle a peut-être moins senti où ça allait, alors que je le savais dès le début. Non, parce que j'avais pas lu le résumé du film avant de le regarder, mais je m'en suis très vite rendu compte en commençant à voir le film, et c'est horrible.
mais c'est vraiment un des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un écho de fou à son propos en 2021, ou alors je suis passée à côté de quelque chose. Enfin, je crois qu'il a eu des récompenses, mais de manière entre guillemets populaire, j'ai jamais entendu personne m'en parler. C'est vraiment un film magnifique, et ça n'est pas que grâce au sujet. C'est vraiment très très bien filmé, même si c'est une réalisation épurée, les acteurs sont absolument bouleversants. Et il y a une montée en tension qui est extrêmement bien faite, l'angoisse qui vous prend au fur et à mesure. C'est vraiment une vision personnelle et pudique en fait de Srebrenica. Ça aurait pu être un gros mélo hyper dramatique, et c'est pas du tout ce que la réalisatrice a choisi de faire. C'est vraiment filmé à hauteur de femme, et finalement ça ne fait que décupler la puissance dévastatrice de ce film. C'est beau et horrifiant à la fois, et c'est pourtant très nécessaire à voir, donc je vous garantis que vous n'allez pas passer un bon moment. Mais franchement, c'est un film d'une sensibilité très rare, et je trouve que c'est la meilleure vision possible qu'on peut avoir au cinéma du génocide, parce que ça reste quelque chose d'intime, et ça vous plonge encore plus dans l'histoire que si c'était quelque chose de très historique, factuel, avec plus de recul, différents protagonistes, etc. Le fait que ce soit centré sur une seule famille, émotionnellement c'est encore plus fort. C'est vraiment du très très beau cinéma. Voilà, vous allez beaucoup pleurer, mais il faut vraiment voir ce film-là. Voilà, donc j'ai commencé par le meilleur film, mais continuons tout de même parce qu'on a du beau monde. Alors, le film suivant, c'est Soleil de plomb. Encore une fois, je n'ai pas fait mes devoirs, et alors, behind the scene, j'ai répété le nom de ce réalisateur déjà plusieurs fois et je n'y arrive toujours pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas rentrer. On va y arriver. Soleil de plomb de Dalibor Matanic. C'est un film qui est sorti en 2016, qui met en lumière 3 histoires d'amour à travers 3 décennies consécutives dans 2 villages voisins des Balkans, marqués par une longue histoire de haine interethnique. Alors, le distributeur décrit le film comme un film sur la fragilité et l'intensité de l'amour interdit. Pourquoi pas? Alors franchement, je vous dis direct mes notes parce que franchement, je me la pétais un peu, j'ai voulu faire une figure de style, j'ai écrit malgré la chaleur dans le film, frais et rafraîchissant. Bravo Soso. Non, alors pour vous dire, en fait, le film, il propose un dispositif un peu spécial qui est le suivant. En fait, ce sont les mêmes 3 acteurs principaux qui jouent dans les 3 parties différentes du film, alors que les 3 parties portent sur des personnages différents. Ça n'est pas du tout la même histoire, en fait, dans les 3 parties. C'est un peu comme 3 courts-métrages, quoi, qui sont mis bout à bout. Chacun, en fait, sur une décennie différente depuis le début de la guerre. En Croatie, cette fois. Moi, mon segment préféré, c'était clairement le premier, parce que c'est celui qui est le plus émouvant, le plus bouleversant, etc. Mais chaque partie est quand même intéressante. La deuxième, j'ai trouvé quelques longueurs. J'étais un peu déstabilisée au début aussi, en fait, par le fait que ce soit les mêmes acteurs qui reviennent, et en fait, après, on s'habitue quand même assez vite. En fait, je comprends finalement l'intérêt de ce procédé-là. Je pense que c'était une idée, en fait, l'idée de permettre à tous les jeunes de Croatie ou de pays avoisinants de se reconnaître en fait dans ces personnages-là, de montrer que ça pourrait être n'importe qui. Donc ça, c'est une idée que je trouve intéressante. Et je trouve que c'est des belles histoires d'amour, ça fait très sincère, très honnête. Vraiment le premier couple qu'on voit dans le film, vraiment je les trouve super réels, quoi. C'est vraiment un couple lambda, c'est exactement ce que toi tu pourrais vivre une après-midi avec ton copain, etc. Donc je trouve ça très mignon, et c'est rare en fait je trouve que c'est rare au cinéma maintenant que des histoires d'amour paraissent aussi proches du spectateur, qui n'est pas cet aspect romancé qui des fois est très bien, c'est ça qu'on recherche. Et là voilà, ça fait assez brut finalement. La lumière, l'éclairage est très beau, vraiment la photographie est vraiment réussie. Et en fait, je trouve que c'est une belle peinture de la Croatie, de son évolution justement à travers les décennies, de comment le pays s'est reconstruit malgré justement ces différences ethniques. J'ai noté aussi dans la dernière partie, il y a une scène en fait où 2 personnages vont à une rave. Et cette scène-là de fête, je la trouve très félinienne, donc je fais le lien, on a aussi fait une vidéo sur Fellini que vous pouvez aller regarder. C'est très vibrant, saisissant, je trouve que souvent c'est un peu cliché les scènes de soirée dans les films, toujours un truc un peu à la Projet X et tout, et là c'est vraiment très près des corps, c'est filmé d'une manière qui pourrait aussi être un peu sorrentinienne. On a aussi fait une vidéo sur Pablo Sorrentino, c'est vraiment le placement de produit pour toutes nos autres vidéos, cette vidéo. Donc voilà, j'avais noté ça, et sinon voilà, c'est vrai que ça reste assez contemplatif, le film est un peu lent, mais il y a de belles idées de mise en scène, et voilà, c'est une belle plongée en fait dans la Yougoslavie des 30 dernières années, donc je vous le recommande, ça reste un bon moment.
Alors, le film suivant, là on va plus rigoler, c'est On the Milky Road, réalisé par Emir Kusturica. C'est sorti en 2016 et alors là franchement mais what the fuck. Alors j'essaie de vous trouver un résumé comme ça on sera plus efficace parce que je ne sais pas du tout comment synthétiser ce film. Alors, en temps de guerre, un laitier du nom de Costa traverse la ligne de front sur son âne chaque jour, esquivant les balles pour apporter ses précieuses marchandises aux soldats. Bien heureux de sa mission et aimé des villageois, un avenir pacifique semble l'attendre. C'est un très mauvais résumé, hein. Mais alors je vais vous dire, ce qui s'est sûrement passé, c'est que le type en charge du résumé n'a sûrement pas compris comme moi où Emir voulait en venir. Alors Emir, c'est la star du cinéma des Balkans, c'est la star des films un peu... Franchement, je sais pas comment appeler ça en fait, c'est du cinéma de gitans. Il fait souvent des films sur les gitans, donc c'est le mot, je suis navrée. Alors, il a eu 2 palmes d'or, ce brave Emir, pour un autre film dont on va parler dans la vidéo. Et je vous avoue que de mon côté, je sens que je suis un peu hermétique finalement à ce cinéma. Si vous êtes adepte, ou en tout cas si vous en avez vu, je suis très curieuse de connaître vos opinions, parce que, en fait, je me demande d'où vient le problème, si vous voulez. Et je me demande vraiment si c'est parce que peut-être il y a une meilleure compréhension de gens, justement, de spectateurs des Balkans, qui peut-être ont plus de similitudes dans leur réaction aux choses, qui réagiraient de la même manière aux situations, qui comprennent mieux justement le caractère des personnages. Peut-être que c'est des subtilités qui viennent du fait que je suis française et que je n'ai pas forcément la même culture, la même éducation, la même manière de penser, je ne sais pas. Mais alors franchement, ce truc-là, On the Milky Road, déjà visuellement, ça fait super cheap, vraiment vraiment cheap. Qu'est-ce que j'ai noté de sympathique? Alors, je vais vous dire, j'ai noté un peu fou, de beaux moments lyriques, mais un peu bordéliques. Ça me paraît être un excellent condensé de mon ressenti. En fait, on passe vraiment de la poésie à la vulgarité sans aucun ménagement, et en ayant du mal à comprendre où on va. Moi, j'ai une théorie qui est que Emir Kusturica voulait juste rouler des pelles à Monica Bellucci. Et en plus, finalement, je me dis, il avait senti qu'elle avait un attrait pour les moches, parce qu'elle s'est mise avec Tim Burton peu de temps après. Donc il avait le nez, bon ça n'a rien donné pour lui finalement, mais à part ça en fait je ne vois pas ce qu'il avait envie de faire quoi, ça ne raconte pas grand chose, les personnages sont un peu casse-bonbons et un peu lunaires, donc non franchement je pense que celui-là vous pouvez vraiment vous en passer, ça n'est pas un mauvais moment, juste ça se regarde, mais non vraiment je sais pas... Alors Claudia est en train de me dire que je n'ai vu que 2 films de Kusturica et que peut-être les films de gitans sont mieux vu qu'on n'en a pas vu. Eh bien écoutez, si un jour je fais l'essai, je vous ferai une vidéo sur le cinéma de gitans, on fera une vidéo crossover, Emir Kusturica, Tony Gatliff. J'ai aimé les films de Tony Gatliff, donc peut-être que finalement ça me plairait mieux les trucs vraiment de gitans. Moi j'ai bien aimé celui avec les chameaux. Voilà, alors merci pour ta participation. Bon, en attendant, ça n'est pas de ça qu'on va parler, donc on va s'y remettre. Le film suivant, c'est donc Underground, aussi d'Emir Kusturica, film qui lui a valu la Palme d'Or en 1995. Je ne sais plus si je vous ai précisé que lui, il était serbe, parce que je pense que c'est un détail qui a quand même son importance. Alors, franchement, ce que j'ai noté pour Underground, ça va mieux quand même. Ça va mieux, on n'est pas sur un avis aussi tranché que On the Milky Road. C'est assez virevoltant. Mais c'est trop long, c'est très long. J'ai vraiment vu le temps passer, je pense que ça dure plus de 2h30 si je ne vous dis pas de bêtises. Comme je vous le disais pour le film précédent, j'ai eu un peu du mal en fait à saisir les personnages, leurs intentions, leurs réactions, et du coup je manquais un peu d'empathie pour eux et c'est certainement ce qui a fait que j'ai trouvé le temps long. Voilà, alors l'histoire de ce film qui commence en 1941, c'est 2 amis militants communistes qui trouvent refuge dans une cave. 50 ans plus tard, quand la guerre éclate en Bosnie, donc on revient quand même toujours à la guerre en Bosnie, tout les aura opposés. Moi, je vous la fais simple avec un peu plus d'éléments. Quand la Deuxième Guerre mondiale est terminée, il y a un des amis qui vivait quand même hors de la cave, qui continue d'exploiter son ami et les autres gens qui sont cachés dans la cave. Alors, Claudia m'a fait remarquer qu'apparemment, Emir avait dit lui-même qu'en général, les gens des Balkans avaient de la sympathie pour ceux dans la cave, alors que les Occidentaux préféraient celui qui est hors de la cave. Je trouve que c'est une opinion un peu incompréhensible parce que moi je trouve détestable le type qui est en dehors de la cave. Là pour le coup je n'adhère pas. Donc j'en reviens à ce que je vous disais sur ce film là. En fait je vois que c'est bien filmé, c'est parfois émouvant, c'est parfois drôle aussi. C'est étrangement poétique la plupart du temps, il y a vraiment une sorte de magie dans les images, je lui reconnais ça. Mais voilà, moi j'ai été un peu perturbée, même si ça reste un très bel hommage en fait de Kusturica à son pays. Югославии. Я вече Югославии. Како нема? Нема, не вече Югославии.
Pour le coup, dans ce film-là, il y a une vraie nostalgie en fait de la Yougoslavie en tant qu'État avec ses différentes nations, telles qu'elle était à l'époque, avant la guerre. Et la scène de fin qui porte un peu ce message-là, elle est vraiment très très belle, très symbolique, très réussie. Donc je dis bravo pour ce point-là. Mais je sais pas, je suis restée un peu quand même en retrait de cette histoire-là. Mais en fait, pour vous dire, j'ai beaucoup de sympathie pour Émir. J'ai pas beaucoup de sympathie pour ses films pour l'instant, mais c'est vraiment un personnage que je trouve rigolo. Pour vous donner l'anecdote, il avait, en fait, quand il a sorti ce film-là, il s'est fait vraiment massacrer par certains critiques et intellectuels occidentaux, justement. Dites-moi s'il existe un mot, parce que je sais pas le mot, en gros, quand quelqu'un d'un pays explique à quelqu'un d'un autre pays des choses sur son pays dont lui-même n'est pas originaire. C'est du mansplaining, mais de pays, tu vois. Et donc, on a notamment la star de France, des connards, Bernard-Henri Lévy. Je me reprends. C'est encore plus rigolo, associé à BHL dans cette polémique, Alain Finkielkraut. C'était vraiment l'équipe des vainqueurs. Et alors iconique, parce qu'ils ont écrit des articles cinglants sur le film sans l'avoir vu. Alors là, on appelle ça vraiment des gagnants, des stars, qui en gros disaient que ce film faisait l'apologie de l'idéologie pro-serbe, ce qui n'est pas du tout le cas. Et quand on a un cerveau, même vraiment à un niveau basique, je pense qu'on peut le comprendre en regardant le film. Ça a tellement contrarié ce pauvre Émir qu'il voulait arrêter de faire du cinéma. Il a arrêté à une certaine période. Et pendant cette période-là, Bernard-Henri Lévy a réalisé lui-même un film et Emir Kusturica a donc déclaré qu'il sortait de sa retraite. J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça. Je trouve ça iconique, bravo Émir. Autre anecdote sur Émir, c'est qu'il a gardé en fait un village qu'ils avaient construit comme décor en fait de tournage d'un de ses films et c'est maintenant en fait un vrai endroit. Et les rues ont des noms de films, je trouve ça adorable. En fait, ça pour le coup, ça représente bien le côté poétique qui se dégage aussi de ces films, donc il y a quand même une certaine cohérence. Je lui redonnerai sans aucun doute d'autres chances à l'avenir. Alors, le film suivant, c'est le documentaire Sarayevien, réalisé par Damien Fritsch en 2013. Je vais vous lire le résumé d'Allociné parce qu'il me fait rire. Plus de 20 ans après le siège de Sarajevo en 92, alors que toutes les caméras du monde ont détourné leurs objectifs, qui sont aujourd'hui les Sarajeviens ? De rencontre en rencontre, en explorant la mémoire des habitants, nous cheminons entre passé, présent et avenir, en évoquant leurs espoirs et leurs doutes. C'est quand même un sacré résumé pour un type qui est parti vraiment avec un caméscope filmer Sarajevo. Alors, je suis un peu ironique là, mais c'est un très joli documentaire. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est que visuellement, ça n'est absolument pas qualitatif en fait. L'image est floue, on dirait les vidéos de moi et Claudia que notre père faisait quand on était petite. Et je comprends pas en fait. Moi, quand j'ai vu le film au début, j'ai cru qu'il avait été tourné tout de suite après la guerre. Et là, en fait, comment en 2013 c'est possible qu'on ait une aussi mauvaise qualité ? Je suis perplexe. Même le son n'est pas terrible et c'est mal cadré. Il y aurait pu avoir des idées de réalisation ou quoi, mais alors là, non, vraiment, il n'y a aucun effort sur ça. Bon, je mets ça de côté parce que malgré tout ça, c'est très touchant. Ça dresse un portrait qui me paraît assez réaliste de la société bosnienne actuelle, post-conflit, etc. Enfin, je dis actuelle, mais je ne me vois pas vieillir. 2013, c'était il y a déjà 11 ans. Les personnages sont vraiment attachants. C'est là, en fait, que le réalisateur a eu beaucoup de talent. C'est qu'il a très bien choisi les protagonistes du film. Notamment ce monsieur-là qui retape sa maison. Il est vraiment adorable. T'as vraiment envie de le suivre en train d'évoluer tout le long du film. Je suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. Je sais pas pourquoi je fais tout ça, tu vois. Il y a des moments, des récits qui sont vraiment bouleversants, notamment ce moment où tu as un papa d'une petite fille qui explique qu'il ne sait pas comment à l'avenir il va lui expliquer la guerre et pourquoi lui il en garde encore en fait des traumas. Et c'est vraiment capturé avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence. On sent que le réalisateur il a une vraie bienveillance justement pour les personnes qu'il a rencontrées. Et je trouve que malgré justement le cadrage approximatif, l'esprit de la ville en lui-même il est bien capturé. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en la visitant. Et il se dégage quelque chose, il y a vraiment une cohérence d'ensemble et quelque chose de beau qui permet, oui, vraiment en fait de comprendre ce trauma dont je vous parlais en début de vidéo, ce ressenti collectif pesant, mélancolique et très difficile en fait. Donc c'est pour ça que ce film-là vaut le coup d'être regardé. Priču o ratu, a da jer ako je njen otac bio spreman da ubije, mislim. Alors,
Le film suivant, c'est le film No Man's Land de Denis Stanovic, qui est sorti en 2001. Film qui pèse un petit peu parce qu'il a eu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes cette année-là et aussi l'Oscar du meilleur film étranger en 2002. C'est un film qui est surprenant, qui est très dynamique et bien écrit. Alors, petit résumé, durant la guerre de Bosnie en 93, Chiki et Nino, deux soldats ennemis, l'un bosniaque et l'autre serbe, échouent dans un no man's land où ils ne peuvent sortir, étant sous le feu des deux camps. Les deux hommes essaient de trouver une solution à leur problème en utilisant les casques bleus français de la Fort Pronu, bien que ces derniers n'aient pas l'aval de leurs supérieurs. Les médias s'en mêlent, transformant un simple fait divers en un show médiatique international. Alors là, pour une fois, c'est un bon résumé. En fait, on s'attend pas à rire forcément d'un tel sujet, et pourtant, il y a certains passages qui sont vraiment drôles. C'est vraiment en fait du comique, de l'absurde, parce que tout le message de ce film, c'est que finalement, cette guerre n'a pas de sens, et que les différents protagonistes, les combattants, eux-mêmes ne savent plus pourquoi ils ont commencé cette guerre, que c'est une catastrophe pour tout le monde qui en fait ne veut plus rien dire. Et voilà, je trouve que c'est porté par des acteurs qui sont vraiment tous très très bien. Vous remarquerez si vous regardez certains des films de cette vidéo qu'en fait on retrouve très souvent les mêmes acteurs, parce que vous me direz la Bosnie est un petit pays, donc c'est un peu le même effet que quand tu regardes des trucs qui se passent à Naples, tu retrouves toujours les mêmes têtes. Le message il est vraiment amené avec subtilité. Et voilà, ça change parce qu'il n'y a pas le côté hyper dramatique qu'il y a dans la plupart des autres films, alors que le sujet est quand même très lourd. Et d'ailleurs, le message derrière reste très profond. Et pour autant, ça passe vraiment avec l'aspect comique et absurde de toute l'histoire. Donc voilà, pour un peu plus de légèreté, je vous recommande celui-là. Koji vas je kurac tjerao da rasturate ovu lijepu zemlju? Jel bilo mjesta za sve? Jel bilo mjesta za sve? Mi rasturili. Vi rasturili? Pa te nisi normalna. Pa nismo mi htjeli da se odvajamo, nego vi. Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat. Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvaja. Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat? Ko je počeo rat? Mi smo počeli rat. Vi ste počeli rat. Alors, le film suivant, c'est Sarajevo, mon amour. C'est le deuxième film de cette sélection qui a été réalisé par Jasmila Zbanic. Alors vraiment, j'aime beaucoup cette dame. L'émotion, là, elle est toujours très présente. Cette fois, en fait, on est sur un film qui raconte l'histoire d'une maman, d'une adolescente à Sarajevo, peu de temps après la guerre, qui essaie en fait par tous les moyens de réunir l'argent pour pouvoir payer une sortie, payer l'accès à une sortie scolaire pour sa fille. Cette fois, c'est un film qui est quand même beaucoup plus doux sur la vie après-guerre et le quotidien finalement d'une population qui est toujours en stress post-traumatique. Donc voilà, je trouve que c'est des personnages qui sonnent très justes. C'est vraiment une réalisatrice qui arrive à écrire des personnages de femmes qui sont vraiment incarnés, creusés, enfin profonds. Je sais pas, quand vous les voyez dans le film, c'est une toute petite parcelle de leur vie et pour autant vous arrivez très bien à imaginer tout le reste. C'est ça qui est très très fort et je pense que ça vient aussi des actrices qui sont vraiment toutes sublimes. Il y a vraiment de beaux portraits de personnages et je trouve qu'on découvre aussi en fait la ville de Sarajevo sous un angle plus personnel, plus émouvant. Il y a un vrai lien en fait entre l'histoire des personnages et la ville. On sent que c'est deux choses interconnectées. Et voilà, c'est vraiment une belle œuvre de femmes qui va toucher les femmes et tout le monde, je pense. Et alors vraiment, l'acteur qui fait le love interest dans ce film, c'est vraiment mon crush. On le retrouve dans un autre film tout à l'heure, mais vraiment hyper BG. Ce monsieur s'appelle Leon Loutsev. Ne vous arrêtez pas à la première photo qui vient en tapant son sur Google, parce que si c'est ça, vous allez vous dire « mais elle a fumé la moquette ». Ça n'est pas possible. Il est beaucoup plus beau sur les autres photos. Google ne l'aide pas du tout. Mais il est très beau quand même. Ja tebe nikad neću ostaviti. Razumiješ? Alors, maintenant on va parler du film Première neige, qui est un film de Aida Begic, je ne sais pas comment prononcer le G. C'est un film qui est sorti en 2008 et je vous partage tout de suite le résumé. C'est 6 femmes, un grand-père et 4 petites filles, un garçon, qui vivent à Slavno, village isolé et dévasté par la guerre. Leurs familles et amis ont été tués et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Les premières neiges vont les couper du monde et risquent de mettre la vie des villageois en danger. Tandis que la menace se rapproche, les villageois menés par Alma tentent d'échapper à la misère en vendant des confitures, des fruits et des légumes qui ont fait la réputation du village. Alors là, pour le coup, pour une fois, c'est un résumé précis. Bravo, Allociné. Alors déjà, cette histoire des conserves, vraiment, si vous aimez les TikTok, ASMR, rangement et tout,
Ils ont été inventés par cette dame en Bosnie dans les années 2000, je vous le dis. C'est vraiment hyper satisfaisant et plus sérieusement, voilà, on est en fait sur des portraits de femmes dans ce village marqué par la guerre et la disparition des hommes. Ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que finalement, le cinéma auquel on a eu accès, c'est un cinéma assez féministe qui donne vraiment la part belle aux femmes, qui laisse les femmes s'exprimer, qui laisse les femmes mener leur destin. Donc je trouve ça très beau, ça mérite d'être souligné. C'est un film qui s'empare d'un sujet peu traité finalement, parce que la plupart du temps on se situe dans des environnements urbains, alors que là on est vraiment dans les montagnes, au milieu de nulle part. Et ça mérite aussi justement d'être noté. J'ai dit qu'évidemment les Balkans c'était l'empire de la grisaille, mais il y a aussi des paysages qui sont absolument magnifiques, notamment là pour le coup la Bosnie. Il y a des montagnes qui sont incroyables, on croirait des paysages de Suisse, il y a des gorges avec des rivières translucides, turquoises. C'est vraiment un très très beau pays, donc là c'est justement un aspect intéressant de ce film-là, c'est qu'il montre un décor un peu différent de ce à quoi les autres nous ont habitués. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quand même malheureusement quelques longueurs. Il y a aussi, je dirais que les personnages manquent un peu de développement, comme ils sont assez nombreux, et résulte de ça un manque d'attachement de mon côté à certains personnages. Mais je trouve qu'il y a quand même une belle galerie finalement de portraits, notamment le personnage du papy et de son petit-fils, je les ai trouvés très touchants. Et il y a des scènes qui restent intéressantes, que ce soit visuellement, symboliquement. Le film il est porteur d'un joli message d'espoir sur justement la résilience des Bosniens, la résilience des femmes. Et néanmoins, voilà, encore une fois, en fait, on est rattaché toujours. C'est vraiment le point Godwin de cette vidéo, ce sera toujours la guerre. Et là, je trouve ça intéressant de montrer justement en fait le vécu des femmes, parce que dans les autres films, on parle du trauma collectif finalement de la guerre, l'impact qu'il a eu sur les hommes qui se sont battus, etc. Et là, c'est vraiment sur l'absence des hommes en fait, sur comment les femmes doivent se débrouiller maintenant qu'elles ont perdu leurs hommes. Parce qu'il faut bien noter que c'est un problème en fait qui a été rencontré aussi par énormément de femmes dans ces pays-là, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui ont été tués dans les conflits ou rien que pendant le génocide de Srebrenica. Donc un déséquilibre de population qui s'est créé en fait à ce moment-là. Et du coup voilà, je trouve ça très intéressant que le film se concentre sur les femmes, mais peut-être que voilà, l'histoire aurait pu, je sais pas, contenir des péripéties différentes ou autres, mais ça reste, voilà, encore une fois, ça se regarde très très bien. Ti misliš u grad sam čekaju na tebe i na mene. Sita sam da me svi smatrate nesposobnom. Čitav život ja radim kako mi se kaže. Slušaj muža, slušaj Lejlu, slušaj tebe. Neću više. Hoću da živim svoj život, hoću da radim što ja hoću. Ko ti brani da ovdje radiš što hoćeš? Ah, le film suivant, c'est mon moment préféré. Je vais pouvoir enfin être pas commode et cracher toute ma haine. Les Ponts de Sarajevo, sorti en 2014, c'est un ensemble de 13 courts-métrages qui devaient tous porter sur Sarajevo d'une manière ou d'une autre. C'est un désastre absolu. Je n'ai pas réussi à aller au-delà du quart de cette œuvre, tant elle était composée de courts-métrages expérimentaux, bullshit, risibles, plus focalisés sur le nombril de leur réalisateur célèbre plutôt que sur l'état de la Bosnie et de son peuple, qu'ils n'ont visiblement même pas cherché à comprendre. Alors vous allez me dire, je suis peut-être passée à côté des derniers courts-métrages, qui étaient peut-être mieux, parce qu'il y en a certains qui ont été réalisés notamment par des réalisateurs bosniens, mais alors vraiment, la daube réalisée par Jean-Luc Godard et consorts, ça n'est pas possible en fait. Je trouve que c'est même un manque de respect que de venir mettre son nez dans une situation que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, et d'en sortir une merde pareille. Franchement, c'est indécent. C'est indécent, c'est ce que le cinéma d'auteur fait de pire. Ce film m'a beaucoup contrarié. Donc celui-là, vous pouvez très très largement vous en passer, ça leur apprendra. Alors, dernier film dont je voulais vous parler, c'est le film Le Choix de Luna. Encore une fois réalisé par Jasmila Zbanic, cette fois sorti en 2008. Alors, finalement, cette brave Jasmila a fini par me décevoir, mais rassurez-vous seulement un tout petit peu. Alors j'ai trouvé que dans ce film-là, on avait des acteurs vraiment magnifiques. L'alchimie du couple, hyper palpable, hyper intense. Mais voilà, je vais venir à la suite en vous expliquant en fait un petit peu l'histoire de ce film. Ce film, il parle d'un personnage qui est bosnien, qui a combattu pendant la guerre. Et là, on se situe après la guerre. Il vit avec sa femme. Et lui, il perd son travail en fait. Il perd son travail parce qu'il était alcoolisé alors qu'il est pilote d'avion ou contrôleur aérien. Non, contrôleur aérien peut-être. Un truc a quand même une responsabilité qui implique que tu n'aies pas bu d'alcool. L'alcool, on comprend assez vite que ça vient justement en fait
des troubles psy qu'il a suite à la guerre. Et donc, à cette période où il se retrouve au chômage, il retrouve un ami à lui qui s'est vraiment, non pas converti parce qu'ils sont déjà musulmans, mais qui s'est radicalisé en fait dans sa pratique religieuse. Lui, c'est what the fuck, hein. Il vit dans un espèce de... au bord d'un lac, dans une sorte de secte. Ils sont dans des tentes, ils ont des radios, c'est un peu bizarre. Et donc lui, il leur rend visite une fois dans ce truc-là et il revient et là, bam, c'est l'illumination. Lui aussi, il est full musulman après. Alors voilà, c'est ça qui me gêne en fait avec le film, c'est que la conversion à l'islam, enfin pas conversion du coup, mais la radicalisation du personnage. Mais en fait, j'aime pas le mot radicalisation parce que quand on dit radicalisation, on imagine tout de suite un terroriste. Donc je sais pas le mot qu'il faudrait utiliser. Il faudrait dire l'intensification de la pratique religieuse du personnage. Elle est super brutale, quoi. C'est vraiment, il revient de ce truc-là, direct, il est matrixé, direct, il ressort son tapis de prière 5 fois par jour, nanana, il veut plus toucher les femmes, Et c'est un peu too much, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de cheminement de pensée, il n'y a pas de... Et du coup, on a du mal à le comprendre, on a du mal à le supporter, surtout. Alors que c'est le BG dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais là, difficile quand même d'avoir de l'empathie pour lui. Et en fait, plus il devient chiant, et plus elle, sa femme, devient chiante aussi. Donc bon, on tourne un peu en rond quoi, dans cette histoire, parce qu'elle, à l'opposé, c'est le cliché de la bosnienne moderne, hyper occidentalisée, qui est un peu too much, justement, qui déteste la religion. Donc les deux sont un peu casse-couilles. Donc c'est ça, en fait, qui affaiblit, je trouve, le film. Ça se regarde très bien parce que Yasmina, c'est toujours bien réalisé, c'est bien joué. Et en fait, ça a le mérite d'explorer un vrai sujet parce que vraiment, il y a eu une sorte de retour à la religion en Bosnie. Je sais pas, je saurais pas le dater, donc on va pas dire après la guerre, mais est-ce que ça découle de ça? Est-ce qu'il y a une sorte de quête de sens qui fait que les gens sont plus impliqués maintenant dans leur pratique musulmane? Est-ce que c'est parce que cette identité musulmane, elle s'est renforcée parce que finalement, les musulmans étaient les grandes victimes des Serbes pendant cette guerre-là? Toujours est-il qu'il y a vraiment des stats assez improbables sur le nombre de personnes bosniennes qui sont parties rejoindre Daesh, par exemple. Donc c'est un pays où l'islam radical a quand même pas mal prospéré, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais c'est pas mal développé. Donc c'est un sujet intéressant, même si dans le film, voilà, il n'est pas du tout radicalisé, hein, mais je pense qu'il y avait mieux à faire, ou en tout cas, il y avait quelque chose de plus subtil à faire, mais voilà, ça reste un sujet intéressant. Et ça rejoint en fait le thème central de cette vidéo. Le problème de base du personnage masculin, c'est vraiment cette mélancolie dont il n'arrive pas à se débarrasser et qui semble atteindre aussi tout le monde autour de lui et qui l'empêche en fait de retrouver un sens dans l'existence, où il ne sait plus à quoi se raccrocher. Et c'est vraiment un peu l'histoire en fait de tous les personnages dont on parle ici. Mislimo da smo muslimani zaboravili sve običaje naše prave vjere. Ne seri. Kad si ti odjednom postao ekspert za pitanja vjere? Do jučer si ne bi tjedan pokući povraćao. Ti nisu naša priča. Ça m'emmène sur la dernière œuvre dont je voulais vous parler, qui n'est pas un film, mais qui est une série, qui s'appelle The Last Socialist Artifact, qui a été réalisée notamment par Dalibor Matanić. Est-ce que je l'ai bien redit? Alors vous allez rigoler parce que déjà ce nom-là je l'avais oublié, mais alors là je vous cherche le nom du deuxième réalisateur parce que si celui-là j'essaie de le dire, on va tous vraiment rigoler. Ankika Jurić-Tilić. Non, ça va, j'ai dramatisé en fait. Hein. Alors je suis navrée parce que j'imagine que c'est une femme vu que ça finit par un A, je ne sais pas. Donc on ne va pas l'invisibiliser parce que les femmes sont déjà assez invisibilisées comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette série? Fraîchement débarqués dans un lieu reculé des Balkans, Oleg et Nicolas se voient passer commande d'un type très spécifique de turbine par un mystérieux colonel. Pour pouvoir la réaliser, ils doivent rénover l'usine abandonnée depuis longtemps dans une ville plongée dans le désespoir. Alors cette série, elle est adaptée d'un livre qui s'appelle Les turbines du Titanic, écrit par Robert Perisic en 2011. Donc la série a été réalisée à peu près 10 ans après, hein. C'est une série qui est sortie très récemment, qui était sur Arte. Alors le livre, pour vous dire, je l'avais lu avant de voir la série, par hasard, parce que en gros j'étais dans une foire au livre, j'ai vu Turbine du Titanic, comme je suis un peu obsédée aussi par le Titanic. Je pensais que ça allait parler de ça, bon finalement pas du tout. C'est une très bonne adaptation, je trouve que c'est très fidèle, ça a su garder les forces du livre et par contre enlever ce qui était superflu. Il y avait une sorte de creux dans le livre où il se passait moins de choses et c'est beaucoup de réflexions un peu abstraites sur l'élite artistique, intellectuelle du pays dans lequel ça se passe, qui est la Croatie. C'était moins intéressant et la série est beaucoup plus dynamique. C'est vraiment une très très bonne série et quand je l'ai commencé, j'ai pas compris, vu que le titre n'était pas le même que le livre,
que ça parlait de ce livre-là. Et donc au bout d'un moment, je me dis, mais putain, les personnages, ils s'appellent pareil et tout, ça commence dans le même genre de délire. C'est la même chose. Les acteurs, ils sont très sympas. Comme je vous l'ai dit, c'est des acteurs qu'on retrouve dans d'autres films dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et d'ailleurs, le réalisateur Dalibor Matanik, c'est lui qui a fait le film Soleil de plomb dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une série qui est très brutaliste là pour le coup, que ce soit au niveau de l'architecture. Je trouve qu'en fait les personnages ont tous justement ce côté brut où tu saisis très vite l'archétype qu'ils sont censés être et en même temps une vraie richesse intérieure. C'est encore une fois une série qui décrit en fait la catastrophe après la guerre où justement voilà, t'as l'industrie qui s'est détériorée. Enfin, par exemple, l'usine dans le livre, c'est une usine qui était autogérée, donc c'est-à-dire c'était à l'époque du socialisme, c'était ce système de gestion par les ouvriers, en gros, des usines. C'est quelque chose qui du coup a disparu à l'effondrement du socialisme. La désertification industrielle s'est amplifiée après la guerre parce que voilà, tout était en ruine, etc. Donc encore une fois, on retrouve des personnages qui ont tous été très traumatisés par la guerre. Il y a vraiment certains personnages, c'est une partie intégrante de leur psyché. Et c'est super bien joué. Voilà, le personnage de Yanda, c'est vraiment mon préféré, c'est le plus intéressant. Et alors pour le coup, 100% l'état d'esprit de cette vidéo, c'est un personnage qui est très mélancolique, qui arrive à trouver des moyens de sortie et qui finalement est toujours rattaché à sa tristesse et aux épreuves que la vie lui a envoyées et qui l'ont trop brisé en fait pour réussir à continuer. C'est un personnage qui est magnifique, l'acteur il est vraiment formidable. Je trouve que les histoires d'amour elles sont beaucoup plus mignonnes aussi dans la série que dans le livre. Encore une fois ça vient je pense en grande partie des acteurs. Et voilà, en fait, il y a un côté vraiment Full Monty, mais encore une fois, vous allez dire, elle fait sa pub, mais on a fait une vidéo qui parle du film The Full Monty, c'est la vidéo sur les films Feel Good. Il y a vraiment un côté Full Monty, le positivisme, l'optimisme, pardon, qui se dégage de ce moment où ils reprennent l'usine en main, où les gens reprennent un peu espoir. Et ça aurait pu être une série hyper cynique, où justement jouer un peu sur cette esthétique un peu déprimante, parce que là, on est vraiment dans un bled, dans la Cambrousse de Croatie. Pour vous dire qu'à l'époque où je lisais le livre, j'habitais à Budapest et j'ai fait mon voyage à Zagreb et j'étais trop excitée dans le flixbus, je me disais mon Dieu on dirait les paysages du livre et tout, mais c'est des paysages un peu de désolation, on va pas se mentir. La Croatie a beaucoup de choses à offrir mais vraiment cette région-là c'est pas incroyable. Et donc ça aurait pu jouer sur ça, sur ce côté ah mon Dieu tout n'est que désespoir, tout n'est que gris, etc. Et pas du tout en fait, il y a un vrai beau message, il y a une vraie joie de vivre qui émerge de la série et une vraie... Le message c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, l'apologie du vivre ensemble finalement, de se soutenir les uns les autres, etc. Donc retenir ce qu'il y avait de meilleur dans le socialisme finalement et essayer d'en tirer un message d'espoir qu'on pourrait appliquer, un fonctionnement qu'on pourrait appliquer pour la suite en fait, pour mieux vivre ensemble. Le sens de communauté qui manque aux gens maintenant, ça c'est aussi important justement dans ce truc de mélancolie des Balkans dont on parle dans la vidéo. C'est un sens de communauté qui a été très atteint vu qu'en fait les gens en étaient à se tirer dessus entre voisins parce qu'ils n'étaient pas de la même ethnie, etc. Ça s'est passé aussi en Croatie finalement. Ça a détruit le sens de communauté qui animait les gens dans ce pays-là avant en fait. Parce que tu pouvais plus avoir confiance en personne et qu'il y a des trahisons finalement qui ont été commises entre amis, voilà. Et donc c'est intéressant de voir les personnages dans cette série retrouver petit à petit ça. C'est une série aussi qui questionne le rapport à l'art, qu'est-ce que l'art, etc. Donc c'est beaucoup plus intelligent que ce qui n'y paraît à la base. Donc vraiment, celle-là, je vous encourage à la regarder, mais il n'y a que 6 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça se regarde vite, c'est vraiment un peu addictif. Et voilà, il en ressort quelque chose de vraiment beau et positif, donc finalement c'est très bien pour finir cette vidéo. Alors, vraiment, c'est un endroit qui méritait qu'on le mette en lumière dans notre vidéo, et enfin, surtout qu'on parle de ce cinéma-là, parce qu'on n'en parle jamais. C'est vraiment un reproche que je fais aux distributeurs européens, il n'y a pas assez en fait de ce cinéma qui arrive jusqu'à nous. Et c'est dommage parce qu'on sent que c'est riche, que c'est dynamique, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de monter sur la scène cinéma, série dans ces pays-là qui font des choses intéressantes. Voilà, je veux dire, la série dont je viens de vous parler, elle est passée vraiment incognito et c'est dommage en fait parce que elle a eu des prix, c'est super qualitatif et on n'en parle pas assez. Donc déjà en plus, c'est vraiment, il y a un aspect un peu dépaysant. Moi je trouve que c'est une très belle langue en plus, le serbo-croate. Donc je vous invite à découvrir par vous-même. Voilà, donc je vais souligner quand même que grâce à cette vidéo, on a découvert en fait tout un tas d'acteurs qu'on connaissait pas, comme je vous le disais, qui reviennent souvent dans les films. Donc je vous fais mon petit palmarès des acteurs que je préfère. Faudra me pardonner ma prononciation des noms parce que évidemment ça va être chaotique. Déjà en fait je commence avec le casting de la série dont j'ai parlé, franchement absolument tous, c'est une masterclass. Mais déjà, Krasimir Mikic qui joue le personnage de Nicolas, j'ai un crush. Et vraiment,
très très bon acteur. Et son acolyte aussi, René Bitorayak. Je sais pas prononcer ses noms, ça va pas du tout. Vraiment très bon acteur lui aussi, que j'étais contente de retrouver dans autre chose. J'ai beaucoup aimé aussi Stipe Radoja, qui joue le personnage d'Erol qu'on a vu dans d'autres films, notamment dans Soleil de plomb. Lui aussi, alors de toute façon, qu'on se le dise, moi vraiment, les hommes dans la vie, c'est même les Balkans de manière plus générale. Parce que franchement, je pense que j'ai été la seule personne fan d'Arsenal qui aimait Sead Kolasinac. Mais vraiment, ça n'était que physique et personnalité. Hein. Parce que footballistiquement, même moi, je ne peux pas le défendre. Alors vraiment, Sead, mon crush. Et évidemment, là, c'est les Balkans plus, mais Granit Xhaka, c'est pareil. Arsenal et les Balkans, c'est vraiment miracle. Et donc, voilà, Stipe, très très beau jeune homme. Très charmant, je l'ai beaucoup aimé dans tous les films. En plus, il est vraiment charmant pour le coup. Parce qu'il y en a, ils ont des personnages, ils sont pas avenants, mais vraiment très charmant ce monsieur. Le personnage dont je vous parlais, là, que je préférais dans The Last Socialist Artefact, il est joué par Izudin Bajrović. Je sais pas comment le dire, bref, j'espère que vous aurez compris. Très très bon acteur qu'on a revu dans plusieurs films et qui est vraiment très puissant. Et la dernière pour cette série-là, c'est Tihana Lazovic. Vraiment charmante, jeune actrice, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, qu'on la reverra dans d'autres choses. Elle était aussi d'ailleurs dans Soleil de plomb, si je ne me trompe pas. Très très bonne actrice. Et pour balayer ceux qui étaient dans les autres œuvres dont je vous ai parlé, évidemment Leon Lutsev, mon crush. Et aussi justement l'actrice qui jouait dans Sarajevo mon amour et dans d'autres, Mirjana Karanovic, vraiment très très belle actrice qu'on a vue dans 2 ou 3 des autres films, hein, si je vous dis pas de bêtises. Et j'avais relevé aussi évidemment l'actrice qui joue Aïda dans la voix d'Aïda, qui s'appelle Jasna Djuricic. Incroyable cette dame, vraiment, j'ai pas vérifié si elle a eu des prix ou non, mais j'espère vraiment parce que sinon c'est une injustice très grave. Vous savez quoi, je vérifie tout de suite, comme ça on sera tous rassurés. Non, en fait elle a pas eu des prix de fou, enfin prix du cinéma européen meilleure actrice, c'est vraiment un prix tout le monde s'en fout, genre personne sait que tu l'as eu. Cette dame mérite d'être beaucoup plus reconnue, mais j'ai l'impression qu'elle a commencé en tout cas à être actrice assez tard par rapport à son âge. Donc ça explique que pour l'instant elle n'ait pas gagné grand chose. Enfin voilà, donc vraiment que des gens très intéressants que j'espère qu'on reverra dans plein d'autres films par la suite. J'y pense aussi avant de conclure cette vidéo. En fait, si vous avez justement des recommandations de films serbes, croates, bosniens dont on n'a pas parlé, qui sont accessibles d'une manière ou d'une autre, ça nous intéresse fortement. Surtout si c'est des films un peu différents des thématiques dont on parle là. Et voilà, en fait, j'espère qu'on aura accès à plus de ces films-là par la suite, qu'on pourra vous en faire d'autres vidéos. Et voilà, j'espère que ça aura fait une vidéo à peu près intéressante et cohérente et que je n'aurai offensé personne. Sauf si vous êtes négationniste, là, tant pis pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous aurez appris des choses. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.